64 ans de souveraineté nationale et internationale, quel bilan politique, économique, financier et social pour la République démocratique du Congo? Les pays avancent ou régressent? Les Congolais sont-ils capables de développer leur pays? Comment y parvenir? Tentative de réponse dans le corps de ce magazine. Et puis plus de 200 douaniers venus des directions de Kinshasa-Ville et Kinshasa-Aéroport ont prêté serment devant le procureur de la République en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Ils ont la mission de sécuriser les recettes douanières et accisiennes tout en réprimant toute forme d'antivaleur. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekana Loutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de Fiscalité et Développement, magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en RDC. Bonne fête de l'indépendance à tous. 64 ans de souveraineté nationale et internationale est un anniversaire qui mérite qu'on se pose de bonnes questions sur l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Quel est le bilan politique, économique, financier et social de tous les chefs d'État et des gouvernements qui ont eu à gérer la RDC durant 64 ans? Sommes-nous en train de régresser ou d'avancer? Sommes-nous capables de développer cet espace physique qui s'appelle République démocratique du Congo que Dieu nous a doté? Comment y parvenir? Tentative de réponse dans cette réflexion de l'agence Galaxy Media. 64 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le pays stagne. Les choses ne semblent pas évoluer à la grandeur et aux richesses naturelles de cette nation aux dimensions continentales. Déjà au lendemain de cette indépendance, nos pères fondateurs caressaient un grand rêve sur le destin de notre nation. À l'effervescence populaire était associé l'espoir de tout un peuple qui rêvait d'une vie meilleure dans un pays prospère, car cette rupture était vécue comme une délivrance du joug colonial qui nous asservissait. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Déjà après l'indépendance, c'était le chaos sur le plan politique. Absence totale d'une vision politique commune qui devait servir de boussole pour le pays, impréparation et insuffisance de compétences intellectuelles et techniques pour gérer la chose publique. Choc au sommet de l'État, conflit ouvert entre le président Kasavubu et son premier ministre Lumumba. Le premier révoque les seconds et vice-versa. Viendra ensuite des rébellions ici et là sous la houlette de la communauté internationale dépassée et qui tirait les ficelles dans l'ombre dans un environnement de la guerre froide. C'est dans ces désordres politiques d'où sont nées les antivaleurs que nous décrions aujourd'hui, notamment les tribalismes, les régionalismes, la corruption, les clientélismes politiques. La liste n'est pas exhaustive. Pour nous en départir, tout le monde doit les combattre. Sur le plan économique, l'héritage colonial était riche. L'économie, quoique extravertie, était florissante avec une monnaie stable cotée en bourse. Les Congolais vivaient mieux et avaient un niveau de vie comparable aux Canadiens et aux Sud-Africains. Sous Mobutu, l'économie a connu quand même un essor avec la nationalisation des sociétés minières. Tout le monde peut se souvenir de la Grande Gécamine, de la prospérité économique observée entre 1969 et 1975. En 69, par exemple, un zaïre équivalait 2 $ américains sur la place de Bruxelles. La compagnie Air Zaïre avait une impressionnante flotte d'avions. La CMZ comptait une dizaine de bateaux battant pavillon Zaïre qui faisaient la fierté du pays du maréchal sur tous les océans. Les bateaux de l'ONATRA naviguaient avec fierté sur le majestueux fleuve Congo et ses affluents. Les chemins de fer de la SNCZ et de l'ONATRA étaient opérationnels. Toute la production minière, forestière et agricole était canalisée vers le port de Matadi, en route vers le marché international. Les Zaïres étaient les modèles par excellence de l'économie africaine.
C'est suite aux mauvaises décisions de la zaïrianisation et aux différents pillages des tristes mémoires que l'économie congolaise s'était effondrée comme un château de cartes. Aujourd'hui, l'économie reste extravertie, mais le gros de cette économie se trouve entre les mains des expatriés. À Kinshasa, les Congolais sont chassés de l'avenue du commerce pour être remplacés par les Asiatiques. Toutes les banques commerciales sont la propriété exclusive des expatriés qui régulent le taux de change et font parfois des chantages aux décideurs. L'économie congolaise a besoin d'un traitement de cheval pour se soigner de ces blessures profondes. Je pense que nous devons faire des réformes courageuses, notamment dans les secteurs bancaires. Il est anormal que sur la dizaine des banques commerciales que nous avons en République démocratique du Congo, aucune n'appartienne aux Congolais. Les nouveaux millionnaires congolais n'investissent pas ou ne se retrouvent pas dans les domaines bancaires. Il faut réformer les textes pour faciliter la tâche aux Congolais, aux hommes d'affaires congolais qui deviennent obligatoirement membres de ces banques commerciales, qu'ils siègent au conseil d'administration, qu'ils dirigent même ces conseils d'administration de toutes ces banques commerciales. Idem en ce qui concerne les mines. La loi cadre sur les mines, notamment le code minier, devrait d'ailleurs être révisée. Ça ne l'a pas été. Il faut maintenant qu'on intègre là-dedans d'autres réformes pour permettre aux Congolais d'être, par exemple, des présidents des conseils d'administration, d'être des directeurs financiers pour contrôler un peu, parce qu'il y a un flou là-dedans. Il n'est pas normal que dans des grandes sociétés minières congolaises, au niveau des conseils d'administration des grandes sociétés minières, il n'y a pas des Congolais. C'est extrêmement grave. Dans les domaines agricoles, nous devons arrêter de vendre nos espaces agricoles à des étrangers. Si vous allez en Inde, vous ne pouvez même pas vous permettre d'acheter des hectares comme les autres viennent ici et se permettent de le faire. Nous risquons de subir les syndromes sud-africains et zimbabwéens. Donc il faut faire en sorte que nous puissions protéger les terres, les sols, et le sous-sol appartiennent à l'État. Ceux qui viennent avec des capitaux étrangers pour investir dans ce secteur-là, doivent louer la terre pendant une période courte. Par exemple, des 5 ans renouvelables. En 10 ans, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous partez, ça redevient dans le patrimoine de l'État. Il faut également qu'on applique dans toute sa quintessence la loi sur les commerces. Il n'est pas normal que les expatriés débarquent dans notre pays pour venir faire le petit commerce, alors que les Congolais sont là, ils ne savent pas quoi faire. Il y a des opérateurs économiques qui sont eux-mêmes producteurs, distributeurs, grossistes, et en même temps vendeurs dans le détail. C'est inadmissible. Donc il faut revoir tous ces textes. Dans le domaine financier, le budget de l'État congolais a évolué tant bien que mal de manière vertigineuse suite à la croissance démographique, à l'augmentation des activités économiques, laquelle augmentation a entraîné l'élargissement fiscal, quoique modique, jusqu'à ce jour. Car une population de 100 millions d'âmes, seules moins de 200 000 personnes morales et physiques confondues sont répertoriées à la Direction générale des impôts et payent régulièrement les impôts et taxes. Il va sans dire que le secteur informel brasse des milliards de dollars que l'administration fiscale et parafiscale n'arrive pas à capter jusqu'à ce jour, ce qui justifie théoriquement la modicité du budget national actuel. Certes, le budget national est passé de quelques centaines de millions de dollars par an par les passés à plus de 16 milliards de dollars aujourd'hui, mais vu la capacité contributive du pays calquée sur ses potentialités socio-économiques, ce budget est capable de quintupler si et seulement si les réformes courageuses sont engagées et implémentées dans le secteur des finances publiques. Sur le plan des infrastructures, le pays est au fond du gouffre. Les infrastructures de base font défaut. Si vers les années 60, on pouvait partir de Kinshasa au volant de sa VOE jusqu'à Bukavu et de Kinshasa à Lubumbashi sur des routes en terre bâties entretenues par les cantonnages manuels, aujourd'hui, un tel exploit est impossible. L'intégration économique par des infrastructures n'existe pas. Le seul moyen pour joindre le pays dans ces 4 coins cardinaux est l'avion.
et la compagnie aérienne nationale Congo Airways ne compte qu'à ce jour qu'un seul aéronef et sa licence de navigation à l'international risque de lui être retirée si le gouvernement n'achète pas d'autres avions. Pourtant, la RDC dispose des atouts extraordinaires dans le domaine des infrastructures. Ici aussi, il faut qu'on prenne notre courage en main. Nous devons engager des réformes très courageuses. Il n'est pas normal qu'on essaie d'initier des réformes au niveau des régies financières et qu'on n'arrive pas, par exemple, à les concrétiser. Donc, souvent, le gouvernement place la charrue devant le bœuf. Et le gouvernement ne débourse pas le moyen. Le gouvernement doit mettre la main à la poche pour donner aux régies les moyens de pouvoir financer les réformes. Parce que l'argent appelle l'argent. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons l'INIF, l'identifiant fiscal unique. C'est une réforme qui date de très longtemps, qui peut nous permettre de faire un recensement exhaustif des contribuables. Nous avons 100 millions de Congolais. Le ratio voudrait que nous puissions avoir ne serait-ce que 50 millions de contribuables, personnes physiques et morales, dans cette population. Mais nous avons moins de 200 000. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a pas de recensement. Le recensement n'est pas exhaustif. Et c'est ça qui explique la modicité du budget. Donc, il faut nécessairement implémenter cette réforme, donner les moyens à l'administration fiscale, c'est à peu près 10 millions de dollars seulement, pour permettre à l'administration fiscale de faire un recensement exhaustif et du coup l'assiette sera élargie. Nous avons l'impôt sur les revenus des personnes physiques. On l'a déjà lancé, mais il faut financer cette réforme, il faut vulgariser. Parce qu'on ne peut pas augmenter les assignations avant d'implémenter les réformes. On met toujours la charrue devant le bœuf. Nous avons par exemple la facture numérisée, qui doit remplacer les autres titres, des autres preuves de paiement pour que la dette soit éteinte. Eh bien, il faut mettre le paquet. Il faut financer la vulgarisation pour permettre l'appropriation. Du côté de l'administration douanière, par exemple, il y a le STDA, donc les systèmes de traçabilité des droits d'accise. Parce que c'est une réforme qui peut amener des milliards dans la caisse du trésor public. Vous avez la loi cadre sur les télécoms qui était tripatouillée. Maintenant que c'est retourné par la RPTC au Parlement, il est grand temps maintenant que les parlements puissent se saisir de cette loi qui était volée au Parlement et ramenée jusque sur la table du président de la République, qu'il avait promulguée et qui est en exécution et qui crée maintenant le désordre. Nous pouvons faire comme le Cameroun pour remettre l'opérateur public dans ses missions régaliennes. Parce que si la Chine mobilise par jour dans la data plus ou moins 2 milliards de dollars, nous pouvons mobiliser même quelques millions avec la SCPT. Pourquoi là où l'État doit se procurer un peu d'argent de manière très facile, eh bien c'est là où les opérateurs privés, avec la complicité de la Banque mondiale, viennent ravir. Il faut réformer de fond en comble cette loi cadre. La RDC dispose effectivement des atouts extraordinaires. Je vais prendre quelques exemples. Prenons les fers. Nous avons ce minerai, 20 milliards de tonnes de réserves de fer dans la Grande Orientale, inexploitées. Rio Tinto, qui est la firme, le premier dans ces domaines, est venu par ici. Pourquoi ne pas s'arranger avec Rio Tinto? Parce que nous pouvons exploiter ces minéraux pendant plus ou moins 2 siècles et produire l'acier. L'acier qui est à la base de la révolution industrielle en Europe, l'acier que nous utilisons ici dans la construction des maisons, les barres de fer, l'acier que nous utilisons même pour fabriquer les bateaux, les trains, ainsi de suite. On peut produire en grande quantité l'acier ici, et lorsque nous produisons localement l'acier, eh bien, nous pouvons facilement connecter le pays, favoriser ce qu'on appelle l'intégration économique. On peut construire des chemins de fer de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et c'est très facile parce que la matière première est là, est disponible. C'est question de travailler avec des sociétés comme Rio Tinto et bien d'autres. Les Chinois sont capables de faire. Voilà des dossiers qui peuvent nous aider à nous développer. Et puis, si on développe aujourd'hui cette industrie
de l'acier, c'est-à-dire on exploite le fer tel que je viens de vous le dire, eh bien nous allons donner de la valeur ajoutée à notre port en eau profonde de Banana. Si tous les minerais doivent venir par train, suivant bien sûr le majestueux fleuve Congo, comme par le passé, jusqu'à Matadi, jusqu'à Banana, eh bien, on aura des quantités énormes. On ne peut pas construire le port en eau profonde pour exporter les bois, pour exporter les maniocs, le riz. Non! Le port en eau profonde doit avoir une signification économique, une rentabilité, si et seulement si il y a les minéraux qui partent par route en Afrique du Sud, par l'Afrique du Sud ou par la Tanzanie, tous ces minéraux soient orientés vers ce port-là. Et puis si nous construisons le chemin de fer de l'Est à l'Ouest, nord en Sud, nous allons charrier à travers ce réseau-là beaucoup de marchandises qui pourront arriver et nous pouvons exporter des tonnes et des tonnes. Et là, nous aurons une raison valable de pouvoir justifier l'existence de ces ports en eau profonde. Mais il y a aussi Congo Airways. Souvenez-vous, nous étions le premier à se doter des DC-10 dans ce pays. Quand le président Mobutu avait débarqué en Chine, à l'époque, Mao Tse-tung lui avait posé la question, mais qui pilote ces avions? Il a dit, ce sont des aérois. Donc, aujourd'hui, nous sommes les derniers parce qu'il y a une certaine négligence. Tous ces millions qu'on détourne à gauche, à droite, il suffit que le gouvernement se décide, par exemple, d'acheter ou de prendre même à crédit, parce qu'on n'achète pas cash des avions, et verser plus ou moins 10 millions de dollars le mois, et en fin de compte, on aura des avions. Pourquoi le Congo Airways doit manquer des avions? Sur le plan énergétique, le pays est doté d'énormes potentialités hydroélectriques, solaires et éoliennes, mais la population dans sa majorité n'a pas accès à l'énergie électrique. Le taux de desserte énergétique est trop faible, 10% à l'intérieur du pays et moins de 35% dans les grandes villes. Malgré la libéralisation du secteur, le pays reste encore un grand trou noir car il n'y a pas de développement sans énergie. C'est dans le domaine agricole que tous les politiciens de la RDC ont échoué lamentablement. Le pays dispose de 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables dont moins de 10% sont mises en valeur avec comme conséquence, chaque année, le pays débourse près de 3 milliards de dollars pour importer la nourriture qu'il est capable de produire en abondance au pays. Un gâchis qui énerve les économistes du monde entier car les Congolais produisent ce qu'ils ne mangent pas et mangent ce qu'ils ne produisent pas. Et pourtant, l'indépendance du ventre précède toujours l'indépendance économique. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'hectares de terres arables sont achetés en catimini par des étrangers avec risque que les Congolais de demain ne puissent avoir que leurs yeux pour pleurer dans 30-50 ans, comme le Sud-Africain et Zimbabwéen continuent à pleurer jusqu'à ce jour. La réforme agraire doit se faire le plus rapidement possible pour éviter la spoliation des terres congolaises. Dans le social, c'est la catastrophe. En dépit des efforts qui ont été consentis par des gouvernements successifs, le pouvoir d'achat du Congolais est misérable. Le Congolais moyen ne mange pas à sa faim. Son salaire ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois. Sa santé est précaire, mais aussi déficitaire. Le programme de santé universelle qui vient d'être initié n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Les résultats escomptés sont encore attendus. L'éducation nationale évolue tant bien que mal. Le pays produit chaque année des milliers de diplômés, mais qui sont presque tous au chômage. Malgré la gratuité de l'enseignement de base initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis à plus de 5 millions d'élèves sans moyen de retrouver le chemin de l'école, le défi à relever dans ce secteur est encore énorme. Il faut de gros moyens financiers pour investir dans le capital humain. Cette situation est due au fait que les richesses nationales, en commençant par le budget, sont très mal réparties. Les pays disposent des institutions budgétivores qui bouffent plus de 70% du budget national rien que pour leur fonctionnement, laissant ainsi des miettes pour l'investissement. Ici aussi, la RDC a besoin d'un traitement de cheval.
dans le domaine sécuritaire tout en saluant la montée en puissance de nos forces armées de la République démocratique du Congo, des services de sécurité et de la police nationale congolaise. Une vraie révolution est souhaitée dans ce secteur vital pour bâtir une armée dissuasive, une police de proximité et des services de renseignement intelligents pour se débarrasser des traites et autres infiltrés qui détruisent notre pays à petit feu de l'intérieur. À ce sujet, les ambitions nobles ne manquent pas. Et puis, nous avons dit ici, il y a une mauvaise répartition des richesses nationales. Quand vous regardez notre budget, ce n'est pas normal, plus de 70% du budget est consommé rien que pour le fonctionnement des institutions qui sont budgétivores. Alors la solution, c'est laquelle? La solution est que nous puissions vraiment réduire de moitié toutes les lignes budgétaires des institutions. Parce que nous sommes en guerre. Nous avons besoin d'argent. Nous devons nécessairement avoir suffisamment d'argent sous la main pour investir dans la sécurité. Des pans entiers du territoire sont occupés par des gens qui viennent. Il faut accompagner la montée en puissance de notre armée. Donc, il y a moyen d'investir suffisamment de gros moyens, même s'il faut donner 50% de notre budget à l'armée, il faut le faire pourvu que nous puissions garder notre pays comme à l'indépendance. Nous n'avons pas le temps de laisser un seul centimètre de notre pays à des étrangers. Nous devons avoir des grandes ambitions. Si nous avons le moyen, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme ambition? Nous devons avoir dans ces pays 1 million d'hommes de troupes sur les drapeaux. Ce n'est pas impossible d'avoir 1 million d'hommes de troupes. Il n'est pas impossible pour nous d'avoir en plus de ces 1 million d'hommes de troupes sous les drapeaux, 500 000 personnes qui sont considérées comme des réservistes. La police doit être dotée aussi de plus ou moins 500 000 personnes. Les services de renseignement, il faut investir des milliards dans les secteurs de sécurité pour bâtir une armée dissuasive, pour bâtir une police de proximité, pour bâtir des services intelligents qui peuvent nous aider à exfiltrer de notre société tous les traîtres, ainsi que tous ces infiltrés qui nous collent à la peau, qui nous infiltrent jusque dans la moelle épinière. Et c'est pour cette raison que nous devons même réviser la Constitution pour faire en sorte que personne ne peut occuper les fonctions de souveraineté, assumer des responsabilités de souveraineté, s'il n'est pas des pères, de mères, des conjoints et même des ancêtres. C'est de cette manière que nous pouvons déployer un bouclier sécuritaire identitaire dans ce pays. Et nous devons mettre de côté des discussions vaines où les gens disent on ne doit pas changer ceci, cela. Non! Parce que lorsque on met dans une constitution, je ne sais pas moi, l'article 9, qui dit que, écoutez, l'État exerce sa souveraineté. L'État n'a pas à exercer sa souveraineté sur le sol et le sous-sol. Il est propriétaire du sol et du sous-sol. Le peuple congolais est propriétaire du sol et du sous-sol. Nous devons avoir une armée dissuasive. Je vous ai donné les nombres, 1 million d'hommes sous les drapeaux, suréquipés. Et c'est possible. Nous devons former le capital humain pour permettre aux Congolais de gérer le pays. Nous devons mettre un terme à l'impunité qui est devenue un sport national. C'est parce qu'il y a l'impunité que les gens s'amusent à détourner les deniers publics. Nous devons ériger le détournement des deniers publics en une infraction de haute trahison qui peut aboutir jusqu'à la peine capitale, comme à Singapour. Et ainsi les gens auront peur. Nous devons passer aux armes les officiers traîtres qui trahissent la nation. Et conformément aux lois de notre pays, parce que nous venons de lever le moratoire qui pesait sur la peine de mort. C'est parce que nous traînons à exécuter cette loi que les gens continuent à s'amuser, à prendre la corruption, à se laisser corrompre, à faire tuer nos frères et sœurs au niveau du front. Nous devons nous prendre en charge. Et de la plus belle manière, nous devons nous assumer. Il faut donner les civismes. Le cours des civismes doit être
enseigner dans toutes les écoles jusqu'à l'université. Nous devons apprendre à nos enfants à aimer ces pays. Et ça doit avoir une grande pondération. Tout étudiant, avant d'entrer à l'université, doit passer 6 mois de formation militaire, même 3 mois. Comme ça, nous aurons des militaires prêts à aller au front. Et la guerre doit retourner d'où elle est partie, comme disait Mouzé. C'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas nous comporter comme de petits enfants plaintifs. Nous nous plaignons indéfiniment. Nous devons agir. Parce que le jour où nous allons retourner cette guerre d'où elle est venue, eh bien, l'Occident qui a toujours cherché à protéger nos voisins sortira de sa cachette et la guerre prendra fin. En définitive, que faire pour que le Congo de demain ne puisse pas ressembler à celui d'hier et d'aujourd'hui? Donc après avoir divisé des moitiés, réduire des moitiés les lignes budgétaires des institutions, il y a des institutions qu'il faut tout simplement supprimer. Vous avez le Sénat, vous avez les assemblées provinciales, avec tous les désordres que ces assemblées sont en train de faire au niveau des gouvernements provinciaux. Vous avez les conseils communaux, et même les conseils économiques et sociaux. Toutes ces structures-là. Mais avec quel budget nous allons payer des centaines, rien qu'avec tous les conseils communaux et les assemblées provinciales, eh bien, on va arriver à 80% du budget, rien que pour le fonctionnement des institutions. Mais nous allons investir quoi? Dans les domaines du développement. L'investissement va bénéficier de combien de millions? Si les gens continuent à détourner de l'argent. Voilà pourquoi il faut mettre sur pied également les parquets financiers. Non seulement il faut mettre les parquets financiers pour traquer tous ces couleurs en cravate qui détournent les deniers publics, et il faut aller fouiner des faux riches. Monsieur, vous avez été fonctionnaire, vous avez été député, vous avez été ministre. Où est-ce que vous avez trouvé des millions pour construire des immeubles? L'État doit saisir des biens mal acquis. C'est ça l'État de droit aussi. Nous devons faire en sorte que l'État puisse être plus puissant que les individus. Et pas des 2 poids 2 mesures. Nous devons avoir une justice juste. Une justice qui se conforme aux besoins de la population. Qui répond aux besoins de la population. C'est ça que nous devons faire. Donc, on n'a pas à se faire des cadeaux. Nous sommes en guerre et c'est ça notre point de vue. Bonne fête d'indépendance à tous. La Direction générale des impôts, DGI, rappelle à tous les commissaires aux comptes et les experts comptables que conformément à la législation en vigueur, ils ont l'obligation de déposer avant le 30 juin 2024 les rapports sanctionnant la certification des états financiers des entreprises dont ils ont été désignés et pour lesquelles les déclarations fiscales à l'impôt sur les bénéfices et profits ont été souscrites pour l'exercice fiscal 2024, revenu 2023. Étant donné que les derniers jours de l'échéance tombent un samedi, ils sont invités à déposer les 10 rapports au plus tard le lundi 1er juillet 2024. Leur attention est attirée sur le fait que l'absence de dépôt du 10 rapport à l'échéance sous-indiquée les expose aux sanctions conformément aux dispositions légales en matière. Par ailleurs, les services opérationnels de la DGI sont appelés à prendre toutes les dispositions pour l'encadrement de cette échéance. C'est un communiqué signé Barnabé Mwakadi-Mwamba, directeur général de la DGI. Bouclons cette page de la Direction générale des impôts DGI avec ces messages de vœux adressé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La lecture est faite ici par Didi Mavambo Nombolo Pepe. À l'occasion du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts
ont l'insigne honneur de présenter au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, leurs vœux les meilleurs, tout en lui souhaitant une bonne fête de l'indépendance. Leurs vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, aux membres de leurs institutions respectives, ainsi qu'au peuple congolais tout entier. La haute direction et l'ensemble du personnel de la DGI félicitent et saluent à la même occasion le chef de l'État pour ses efforts inlassables en vue de la restauration de l'intégrité du territoire national menacé par des groupes terroristes à l'est du pays. L'administration fiscale renouvelle son engagement à ne ménager aucun effort pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Que Dieu bénisse richement la République démocratique du Congo. Message de vœux signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. 116 cadres et agents de la DGDA Katanga, bénéficiaires de la 13e session des formations douanières des bases à Lubumbashi, ont célébré la clôture solennelle de leur formation la semaine dernière au Pullman Hotel Caravia de Lubumbashi. Comment s'est déroulée cette formation et quelles en sont les retombées? Tentative de réponse avec Lambert Yumara Mazani, notre correspondant dans le Grand Katanga. Ainsi donc, ils sont outillés pour pouvoir changer les méthodes de travail et permettre par la suite l'amélioration du comportement des recettes douanières que vise au finish, en bon manager bien entendu, le directeur général Bernard Kabessé. Même la délégation syndicale attend une nette preuve de bonne acquisition des connaissances. Lors de la cérémonie marquant la fin des cours, avant celle des remises de brevets, les formateurs se sont dit fiers d'avoir accompli cette noble mission. C'est comme de l'argile que nous avons eu à classer au chapitre 25 du tarif douanier des systèmes harmonisés. Que les potiers devraient manipuler pour fabriquer des œuvres d'art. Laissez-moi vous dire, chers formateurs, que les œuvres d'art de grande valeur fabriquées sont bel et bien assises devant nous, ce qui matérialise davantage la fierté de notre chère province douanière, je cite, la DGDA Katanga, la première province pourvoyeuse de recettes douanières de la RDC. Si le comité de gestion auquel les apprenants ont exprimé tout leur dévouement et même en donnant des cadeaux, si ce comité est satisfait du travail abattu, la haute hiérarchie, elle, attend de ce personnel remis à niveau une performance qui devrait se traduire en termes d'amélioration des recettes et d'éthique. Je vous demanderai de capitaliser les connaissances acquises au cours de cette session de formation et vous inviterai à donner les meilleurs de vous-même dans l'exercice de vos fonctions respectives. De leur côté, les apprenants sollicitent de la direction générale une sanction positive à l'endroit de tous ceux qui ont eu 7 mois durant à consentir des privations pour acquérir de nouvelles connaissances. Nous vous accompagnerons sans la moindre réserve dans la lutte que vous menez sans relâche depuis qu'il a plu au chef de l'État de vous placer à la tête de notre entreprise en prêchant par de bons exemples, en percevant correctement ce qui est dû au trésor public, en protégeant la société et l'espace économique national, en surveillant nos frontières et en luttant efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Monsieur le directeur général, nous pensons qu'un enfant obéissant à son père a toujours droit à une récompense méritée de la part de celui-ci. C'est ce que nous sollicitons de votre autorité en tant que notre unique bon père de famille. Les mois qui viennent permettront de voir clairement les retombées de cette formation longtemps recherchée et dont est sortie lauréate ici à la DGDA Katanga avec 85%, Madame Irène Chilemba Mwamba.
Plus de 200 douaniers ont prêté serment devant le procureur de la République en qualité de l'officier des polices judiciaires à compétences restreintes en matière douanière et accisienne le vendredi 21 juin dernier dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Jocelyn Babalomba et Armen Ngoma étaient présents pour le compte de votre magazine. Prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire et à compétences matérielles restreintes. Mes très sincères félicitations. C'est en ces termes que plus de 200 nouveaux officiers de police judiciaire à compétences restreintes en matière douanière et accisienne venus des directions provinciales de Kinshasa-Ville et Kinshasa-Aéro ont prêté serment devant les procureurs de la République Edmond Issofa Nkanga. Avant cette prestation de serment, ces douaniers ont suivi une formation de haut niveau en 2 sessions au mois de février et mars 2024. Ces officiers de police judiciaire à compétences restreintes de la Direction générale des douanes et accises sont appelés à jouer le rôle de l'œil et de l'oreille du procureur de la République. Cette formation revêt une importance capitale pour la DGDA dans la mesure où elle aura permis aux cadres et agents revêtus désormais de la qualité d'OPJ à compétences restreintes de constater les faits infractionnels en matière douanière et accisienne, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer auprès du ministère public. Convaincu de la qualité de la formation dispensée, je vous exhorte de vous mettre en ordre de bataille contre le contrevenant au code des douanes et accises et qui favorise le coulage des recettes. Cette formation vous confère beaucoup d'atouts pour votre carrière professionnelle et c'est pourquoi je vous invite à beaucoup de professionnalisme et d'éthique. Le procureur de la République, qui a pris acte du serment de ces officiers de police judiciaire à compétences restreintes de la Direction générale des douanes et accises, les a encouragés à travailler dans la rigueur et dans le strict respect des lois de la République. C'est un engagement que vous venez de prendre pour servir la République comme vous l'avez dit au travers de votre serment, avec intégrité, dévouement, loyauté. Vous avez donc une obligation. Et surtout, vous devez penser et repenser à cet engagement que vous venez de prendre. Il s'agit là d'une lourde responsabilité. Et la République compte sur vous. Le directeur général, dans son mot, a rappelé à chacun de vous ce que vous devez faire pour maximiser les recettes de l'État. La nouveauté dans la formation, dans la session qui se clôture par ces serments, c'est que nous avions introduit le module sur le blanchiment des capitaux. Comme il vous a été rappelé, et je le rappelle également, une large d'activités illégales sont commises en matière douanière. Dans les tout prochains jours, une réunion sera organisée entre les officiers de police judiciaire à compétences restreintes, des régies financières et les procureurs de la République. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, a également adressé un message de vœux au président de la République à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Découvrons-le dans cette lecture de Céline Boumba, Angela Nilagrasse.
À l'occasion du 64e anniversaire de l'accession de notre beau et cher pays à la souveraineté nationale et internationale, au nom de tous les personnels de la Direction générale de douanes et accises et aux miens propres, je présente le vœu les meilleurs au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avec les hommages les plus déférents au président de 2 chambres du Parlement, aux membres du gouvernement, aux cours et tribunaux de la République. Par ailleurs, la DGDA réitère son engagement de mobiliser de manière optimale les recettes en vue de donner au gouvernement le moyen de sa politique. Vive la République démocratique du Congo, vive l'indépendance. Pour le directeur général en mission, le directeur général adjoint en charge des questions financières et administratives, Kalenga Makonga Jean-Claude. Autre message de vœux dans cette édition du magazine Fiscalité et Développement, il émane cette fois-ci de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Fabien Lobolo Bakayaka pour la lecture. Message de vœux de la DGRAD à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. En ce jour mémorable du 30 juin 2024, où notre pays, la République démocratique du Congo, célèbre le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. La haute direction de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, DGRAD en sigle, et l'ensemble de son personnel souhaite une bonne fête au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la première ministre, chef du gouvernement, son Excellente Judith Suminwa Tuluka, aux membres du gouvernement ainsi qu'aux honorables députés et sénateurs, tout en implorant la grâce de Dieu Tout-Puissant pour le retour rapide de la paix à l'est de notre pays et l'amélioration du social du peuple congolais sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République. La DGRAD rassure qu'elle ne ménagera aucun effort pour accompagner le gouvernement de la République dans la mise en œuvre de son programme par la mobilisation accrue de recettes non fiscales du pouvoir central dont elle assure l'encadrement. Au regard des atrocités perpétrées par les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs, les terroristes du M23, dans la partie est de notre pays, la DGRAD saisit cette occasion pour réitérer son soutien sans faille aux voyants militaires des FARDC, engagés dans différents fronts pour la défense de la patrie. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Fait à Kinshasa, le 28 juin 2024. Pour le directeur général empêché, Christine Ipoluke Bombula, directeur général adjoint chargé de l'administration et des finances. Le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde, a présidé sa première réunion de la Troïka politique au cours de laquelle il a été examiné la situation du cadre macroéconomique, le taux d'inflation et le taux d'échange. On prépare à cette réunion les ministres d'État, ministre du Budget, la vice-ministre des Finances, celui du Budget, ainsi que le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions économiques et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Reportage. Ensemble avec le ministre d'État, ministre du Budget, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, la vice-ministre des Finances, le vice-ministre du Budget et le conseiller principal du chef de l'État en charge de questions économiques, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde, a tenu sous sa coordination la première réunion de la Troïka politique dans son cabinet de travail. Ils ont examiné en profondeur les indicateurs macroéconomiques en vue de mettre en place des stratégies devant endiguer l'inflation avec beaucoup d'efficience en dépit des chocs exogènes et endogènes.
Sur le plan international, il ressort qu'il y a eu un resserrement de la politique monétaire, tandis que sur le plan intérieur, le taux d'inflation en glissement annuel est autour de 21%. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un resserrement de la politique monétaire sur le plan international. Les politiques restrictives qui ont été édictées par les différentes banques centrales ont contenu les pulsions inflationnistes qui étaient sur le marché. Et le taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5%. Sur le plan international, et une croissance qui est projetée à 3%. Sur le plan intérieur, nous avons évalué la situation de ces indicateurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons en projection et en glissement annuel un taux d'inflation qui est autour de 21%, avec un taux de dépréciation de notre monnaie qui tourne autour de 6%. Plusieurs mesures ont été proposées au cours de cette première réunion de la Troïka politique, incluant les directives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, telles que le non-paiement au guichet de la Banque centrale du Congo. Déjà désormais, des décisions majeures ont été prises, notamment la reprise des réunions du comité technique de Péter, mais également l'arrimage du plan de trésorerie de l'État sur le niveau de la liquidité du marché bancaire. Plus de mesures de supervision de ces marchés ont été recommandées à la Banque centrale et plus de rigueur et de rationalité dans l'amélioration de la qualité de la dépense ont été recommandées au gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Finances. Voilà. À la fin de cette réunion, les équipes ont été instruites pour commencer le travail et maintenir la vigilance afin de maîtriser les pulsions inflationnistes du marché et préserver le pouvoir d'achat de la population. Dans les lots des messages de vœux adressés au chef de l'État à l'occasion du 64e anniversaire de l'accession de notre nation à la souveraineté nationale et internationale, le Fonds de promotion de l'industrie FPI n'est pas en reste. Il promet de ménager aucun effort pour accompagner la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déclinée à travers les 6 engagements de son deuxième mandat. Jocelyn Babalomba pour la lecture. Excellences, Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les conseils d'administration, la direction générale et le personnel du Fonds de promotion de l'industrie vous présentent leurs vœux de paix, de réussite, de succès et de prospérité. En dépit de l'agression de la République démocratique du Congo par certaines puissances étrangères prédatrices, dont le Rwanda en tête, le Fonds de promotion de l'industrie ne ménagera aucun effort pour accompagner votre vision déclinée à travers les 6 engagements de votre deuxième mandat. Le Fonds de promotion de l'industrie vous rassure de sa détermination à soutenir tous les projets industriels structurant la transformation des matières premières, la création de chaînes de valeur et des emplois pour l'indépendance économique de notre pays. Que les Très-Hauts vous assistent, guident les actions du gouvernement, celles des institutions et bénissent le peuple congolais. Bertin Mudimu Tshisekedi, directeur général. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingué Tekei, a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Les 2 personnalités ont évalué les niveaux des collaborations qui existent entre ces 2 institutions. Regardez. Le shérif de finances congolaise, Jules Alingué Tekei, a été voir mercredi 26 juin 2024 la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandoubola. Il était question, entre l'inspection générale de finances et le ministère des Affaires foncières, de faire l'évaluation de l'accompagnement que ce service offre au ministère depuis 3 ans. Lesquelles des collaborations consistent à lutter contre le blanchiment des capitaux dans le cadre de transfert des propriétés foncières et la mobilisation de recettes dans ces secteurs. Nous avions parcouru les étapes de cette collaboration et nous avions compris les instructions, les orientations de l'autorité
pour que cet accompagnement puisse davantage donner des résultats. Et l'autorité a relevé quelques points de dysfonctionnement qu'elle souhaiterait que nous puissions corriger. Et dans les tout prochains jours, elle va tenir une grande réunion avec tous les intervenants dans le processus de la lutte contre le blanchissement de capitaux dans les secteurs fonciers et la mobilisation des recettes foncières. Partenaires concernés, l'IGF, Sénaref et tous les conservateurs des titres immobiliers pour que nous puissions avoir de nouvelles instructions pour la mobilisation des recettes. Nouvellement investie, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola, s'inscrit déjà dans la logique souhaitée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a émis le vœu lors du dernier conseil de ministres de voir les ministères collaborer avec l'inspection générale de finances pour lutter efficacement contre la corruption. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ces numéros de Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Que la paix et l'amour soient notre seul et unique langage afin de sauvegarder la souveraineté de notre pays. Bendele et Koyate, excellente suite de programme sur votre chaîne.